En moins d'un an, le Burkina Faso a renversé une équation que beaucoup jugeaient impossible, passer de l'importation chronique à la production maîtrisée. Des tomates autrefois perdues deviennent concentrées locales, des villages s'éclairent au solaire, des routes perçant l'enclavement et tracent un accès sûr à la mer. Comment une nation longtemps marginalisée a-t-elle pu réécrire son destin sous Ibrahim Traoré en rapiéçant économie réelle, services essentiels et souveraineté numérique? Et si cette transformation, encore sous-estimée, annonçait le prototype d'un modèle africain où l'État investit d'abord, le secteur produit ensuite, et la valeur reste enfin chez elle? Ce récit n'est pas celui d'un miracle isolé, mais d'un plan systématique où chaque projet s'emboîte dans un autre. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso cherche à prouver qu'un État africain peut croître sans dépendre de l'aide étrangère, ni renoncer à sa souveraineté économique. L'objectif est clair: transformer les ressources locales en valeur nationale, créer des emplois durables et rebâtir la confiance d'un peuple dans ses propres institutions. Chaque initiative, qu'il s'agisse de l'usine de tomates, du corridor routier ou du programme solaire Yellen, n'est qu'un chapitre d'une même logique: produire, distribuer, puis maîtriser. Mais ce qui rend cette mutation si cruciale, ce n'est pas seulement l'ampleur des chantiers, c'est leur cohérence. Routes, énergie, agriculture, banque et numérique avancent ensemble. Derrière ces chantiers se joue une question simple, presque brutale. Le Burkina Faso peut-il devenir le premier pays du Sahel à atteindre une souveraineté réelle, du champ à la fibre optique? Le chiffre paraît modeste: 8 millions de dollars investis dans une simple usine de transformation de tomates. Pourtant, c'est ce montant qui a enclenché un basculement industriel sans précédent dans l'histoire récente du Burkina Faso. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette initiative est devenue un symbole d'autonomie productive. Produire ce que l'on mange et non l'inverse. Pendant des décennies, les agriculteurs voyaient leurs récoltes se perdre sur les marchés, faute de débouchés ou de moyens de conservation. Les tomates pourrissaient au bord des routes avant d'être réimportées, sous forme de concentré, vendues 3 fois plus cher. Ce cercle vicieux illustrait l'un des pièges de la dépendance: exporter la matière première, importer la valeur ajoutée. L'usine de Bobo Dioulasso a brisé ce schéma. Elle traite localement des tonnes de fruits par jour, crée plus de 150 emplois directs et retient des milliers de francs CFA dans l'économie nationale. Mais derrière la réussite agricole se cache une méthode: l'intégration verticale. Les producteurs, transporteurs et fournisseurs locaux sont associés dans un même cycle de production et de distribution. Les centres de formation agricole forment désormais les jeunes non seulement à cultiver, mais à concevoir des chaînes alimentaires complètes. Cette pédagogie du savoir produire alimente une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs et d'entrepreneurs ruraux. En quelques mois, l'expérience a gagné d'autres filières: mangue, coton, céréales. Et l'État entend appliquer la même logique à l'énergie, à la santé et au numérique. Le principe est simple, presque révolutionnaire. Chaque franc investi doit servir à 2 choses: créer de la richesse nationale et renforcer la souveraineté du pays. Le reste du monde regarde, souvent avec scepticisme, ce modèle émergent qui avance sans fracas, mais avec méthode. Dans le sillage d'Ibrahim Traoré, une génération d'ingénieurs, d'artisans et d'agriculteurs s'est mise à travailler avec une même conviction: que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Parmi eux, Awa Kaboré, technicienne dans la nouvelle usine de transformation, résume son rôle simplement: nous n'envoyons plus nos tomates mourir à la frontière, nous les faisons vivre ici. Son équipe, formée localement, gère des machines importées puis adaptées sur place. Chaque panne devient une leçon, chaque réparation un transfert de compétences. Dans la ville voisine, les transporteurs découvrent qu'une route peut transformer une vie. Le corridor de 120 millions de dollars reliant Bobo Dioulasso à la Côte d'Ivoire réduit les trajets de moitié et ouvre l'accès direct aux ports atlantiques. Pour les commerçants, ce n'est pas seulement un gain logistique, c'est une libération du temps, de l'énergie et des marges. Les petits producteurs, longtemps prisonniers d'un marché local étroit, négocient désormais leurs prix à l'échelle régionale. Autour des chantiers, l'effet domino est visible. Aires de repos, marchés, logements, pôles logistiques.
Chaque tronçon de route devient un écosystème d'activité. Et, fait notable, la main-d'œuvre utilisée vient presque exclusivement des communautés locales, rompant avec les pratiques anciennes de sous-traitance étrangère. Ce réseau humain et matériel incarne la nouvelle équation. Investir sur soi pour rester debout, ou, comme le répète souvent Ibrahim Traoré à ses ministres, le pays qui construit pour lui-même, construit pour durer. Un développement n'a de sens que s'il s'enracine dans la dignité. Tout commence par une crise. Des paniers de tomates pourrissent aux abords des routes. Les agriculteurs protestent, les camions ne passent plus et les marchés locaux s'effondrent sous le poids des importations européennes. Ibrahim Traoré ordonne alors un virage. Produire, transformer, exporter sous drapeau burkinabé. En moins de 6 mois, le projet de transformation voit le jour. Les premières chaînes s'activent à Bobo-Dioulasso. Les femmes du marché y apportent leurs récoltes. Les techniciens règlent la température des cuves. Les économistes notent, chiffres à l'appui, la baisse immédiate des pertes agricoles. Pour chaque tonne traitée sur place, c'est l'équivalent de centaines de milliers de francs qui restent dans l'économie nationale. Mais la réussite agricole n'est qu'un prélude. Sur le terrain, les routes changent le visage du pays. La grande artère reliant Bobo-Dioulasso à la frontière ivoirienne se termine plus vite que prévu. 120 millions de dollars injectés dans un couloir stratégique. Les convois roulent, les commerces s'ouvrent, les villages renaissent. Pour la première fois, les producteurs locaux livrent sans intermédiaire. L'effet domino gagne ensuite l'énergie. Le programme solaire Yellen déploie des mini-réseaux dans plus de 100 villages. 300 000 habitants accèdent à l'électricité pour la première fois. Des salles de classe s'éclairent au crépuscule, des cliniques stockent les vaccins sans crainte de panne. Chaque panneau installé devient symbole d'indépendance. Puis vient la santé. À Bobo, l'hôpital universitaire régional s'élève, relié au réseau Yellen. Médecins, étudiants, infirmiers forment un nouveau maillage humain. Guérir localement, apprendre localement, servir nationalement. Les ambulances numériques suivent des itinéraires connectés. La médecine ne visite plus les campagnes. Elle y demeure. Dans la capitale, un autre chantier s'ouvre, le barrage Ziga 2. Conçu pour stabiliser l'approvisionnement en eau, il vise des centaines de milliers d'usagers. Filtres, stations solaires, canalisation moderne. La ville ne dépendra plus de pluies incertaines. Chaque goutte économisée devient atout politique. À mesure que ces projets s'enchaînent, une cohérence émerge. Les routes alimentent l'industrie, l'électricité soutient la santé, l'eau renforce l'agriculture. Le tout forme un système clos où chaque secteur soutient l'autre. C'est la stratégie d'Ibrahim Traoré. Transformer la dépendance en circuit national. Mais cette montée en puissance soulève une interrogation que même les chiffres ne suffisent plus à trancher. Jusqu'où ce modèle d'autonomie peut-il s'étendre sans s'épuiser ? Car plus les infrastructures croissent, plus les besoins énergétiques explosent. Et la prochaine bataille, celle de la durabilité, s'annonce tout aussi décisive. Avant 2022, moins de 20% de la production agricole burkinabé était transformée localement. Désormais, cette proportion dépasse 45%, soit plus du double en moins de 2 ans. C'est le premier indicateur d'une économie qui apprend à se retenir avant de se dissiper. Chaque tonne traitée sur place génère près de 25% de valeur ajoutée supplémentaire, une progression qui se mesure aussi en salaire, en fiscalité et en stabilité. Le second repère se lie dans la consommation d'énergie. Avant le déploiement du programme solaire Yellen, moins de 15% des villages ruraux disposaient d'une source stable d'électricité. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes sont connectées à un réseau autonome et propre. Ce chiffre, derrière son apparente modestie, traduit un basculement culturel. La lumière devient un droit collectif, non plus un luxe urbain. Les techniciens formés localement entretiennent désormais plus de 100 mini-réseaux, assurant la maintenance sans dépendre d'entreprises extérieures. Chaque installation nouvelle crée 3 emplois directs et prolonge les heures d'activité économique. Le troisième indicateur, plus silencieux mais décisif, concerne l'eau. Le barrage Ziga 2 et les extensions urbaines ont déjà fourni un accès durable à plus de 610 000 habitants. Dans les écoles et les marchés, les réseaux d'assainissement ont réduit les maladies hydriques de près de 30% selon les premiers relevés des autorités sanitaires. Derrière ces données se cache une logique unique.
l'État bâtit des infrastructures dont la rentabilité ne se compte pas en profit, mais en cohérence. Chaque litre d'eau propre, chaque kilowatt solaire, chaque tonne de denrées transformées participe à un même bilan, celui d'une souveraineté qui se quantifie. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats ne sont pas une fin, mais une preuve. Preuve qu'un pays peut redevenir moteur de sa propre croissance, à condition de relier ses chantiers à une même intention. Les universités, les centres de formation, les institutions bancaires publiques convergent vers ce but: internaliser la compétence, la finance et la donnée. Le pari repose sur un modèle simple: produire localement, former localement, décider localement. Pourtant, plus les chiffres montent, plus la tension croît. Le succès attire des attentes. Les attentes exigent des garanties. Les défis énergétiques, climatiques et budgétaires guettent à l'horizon. Et une question, posée avec prudence dans les cercles proches du pouvoir, s'impose peu à peu. Le modèle Traoré, fondé sur la réinvention de la souveraineté, peut-il résister à la pression du réel? Ou, à force de prouver qu'il peut se suffire à lui-même, le Burkina Faso risque-t-il de devoir s'ouvrir à nouveau? Deux lectures s'affrontent à propos du modèle mis en place par Ibrahim Traoré. La première, largement partagée dans les cercles souverainistes africains, y voit une renaissance économique fondée sur la cohérence entre ressources locales et volonté politique. Selon ses partisans, produire sur place, employer la jeunesse nationale et contrôler les infrastructures revient à rétablir la dignité collective. Leur argument clé est quantitatif. Chaque pourcentage d'importation remplacé par une production nationale équivaut à des millions de francs CFA réinjectés dans l'économie. Mais une seconde école, plus prudente, rappelle la fragilité d'un tel équilibre. Ses défenseurs soulignent que la croissance actuelle repose encore sur des financements multilatéraux Banque mondiale, Fonds vert pour le climat, institutions africaines de développement. Leur crainte est claire: sans diversification industrielle et fiscale, la souveraineté proclamée pourrait devenir dépendance différée. Certains économistes évoquent même une autarcie modernisée, où la verticalité de l'État freinerait l'innovation privée. Face à ces critiques, la réponse du gouvernement s'appuie sur la traçabilité. Chaque projet du solaire Yélène à la Banque nationale Burkinadam publie désormais ses indicateurs: coût, emploi, retombées fiscales. L'idée n'est pas d'éliminer les partenariats extérieurs, mais de les subordonner à des priorités nationales claires. Ainsi, les fonds étrangers servent de levier, non de direction. Pour Ibrahim Traoré, le débat lui-même est la preuve du changement. Nous ne sommes plus dans la survie, mais dans la négociation, a-t-il déclaré lors d'un discours à Ouagadougou. Cette phrase résume la mutation. La souveraineté n'est plus un slogan, mais une arène. Là où hier le pays subissait les choix extérieurs, il peut désormais poser ses conditions, chiffres à l'appui. Reste à savoir si cette posture, courageuse mais exigeante, tiendra face à la pression régionale et aux chocs climatiques à venir. Le centre de gravité a changé. Ce n'est plus le ministère ni la capitale qui dictent le rythme, mais les territoires. Depuis les premières usines jusqu'au réseau solaire, l'administration d'Ibrahim Traoré délègue, coordonne, puis se retire. Les décisions naissent dans les provinces, les coopératives, les écoles techniques. Un changement presque invisible, mais déterminant. L'État devient catalyseur plutôt que pilote. Dans les bureaux de Ouagadougou, cette mutation se lit dans les chiffres. Les investissements régionaux ont augmenté de 42% en un an, pendant que la dépendance au marché extérieur reculait. Mais le plus remarquable est ailleurs. Les jeunes formés dans les centres agricoles restent désormais dans leur région. Le cercle du départ, étudié pour s'exiler, s'inverse peu à peu. Cette décentralisation pragmatique constitue la véritable révolution du modèle Traoré. Elle repose sur la conviction que la souveraineté s'exerce d'abord à l'échelle locale. Moins spectaculaire qu'un discours, plus puissante qu'un symbole, elle ancre la transformation dans le quotidien. Et c'est là que réside son pari. Faire du Burkina Faso non un État fort par le centre, mais solide par sa base. Pour la nation, la transformation engagée sous Ibrahim Traoré se traduit par une réécriture complète de la carte des priorités publiques. L'investissement n'est plus concentré sur la capitale, mais réparti dans les zones rurales. Le budget de l'État consacre désormais près de la moitié de ses dépenses d'infrastructures à des projets régionaux. Routes secondaires, micro-barrages, centres de formation. Le résultat, un effet de capillarité inédit.
Les taxes collectées localement financent les équipements voisins, créant un cercle vertueux entre fiscalité et services. Pour un pays longtemps qualifié d'enclavé, ce redéploiement territorial équivaut à un repositionnement stratégique. Pour les entreprises, le tournant est tout aussi net. Les industries locales, auparavant asphyxiées par les importations, bénéficient désormais de marchés publics favorisant la production nationale. Les coopératives agricoles, les fabricants d'emballages, les transporteurs et les petites banques régionales sont intégrés dans une même chaîne économique. Ce tissu productif, encore jeune, stabilise les prix, réduit les pertes et alimente une croissance fondée sur la demande intérieure. Les effets ne se limitent pas à la statistique. Dans plusieurs provinces, le taux de chômage des jeunes a chuté de près de 20% en 18 mois. Et la création de la Banque d'État Burkinabé agit comme un amortisseur, offrant aux petites entreprises des microcrédits adaptés en langue locale et sans conditions excessives. Pour les citoyens, les changements sont visibles au quotidien. Les villages autrefois privés d'électricité bénéficient désormais d'écoles éclairées et de dispensaires alimentés par le solaire. Les femmes gagnent du temps et de la sécurité grâce à l'eau courante issue du programme Ziga 2. Les marchés de proximité reprennent vie et la circulation entre zones rurales et urbaines devient plus fluide. Cette amélioration du cadre de vie a une conséquence symbolique. Elle restaure la confiance. Le citoyen, longtemps spectateur des politiques publiques, en devient acteur et bénéficiaire. Pour beaucoup, la phrase « nous construisons pour nous-mêmes » cesse d'être une formule politique, elle devient réalité. Enfin, pour la région, le modèle burkinabé agit comme catalyseur. Le corridor Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire ouvre de nouveaux échanges sud-sud et renforce la coopération logistique entre États du Sahel. Les gouvernements voisins observent cette montée en puissance avec intérêt, parfois avec prudence. L'idée qu'un pays enclavé puisse devenir exportateur d'énergie, d'aliments transformés et de services numériques bouscule les hiérarchies établies. Car dans cette trajectoire, beaucoup voient plus qu'une réussite nationale, un précédent. Ainsi, les effets combinés de ces transformations tracent une perspective inattendue. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des flux extérieurs, devient un pôle de stabilité et d'initiative au cœur du Sahel. Mais cette ascension rapide pose une question à venir. Comment ce modèle, fondé sur l'énergie populaire et la discipline étatique, réagira-t-il face aux inévitables tensions de l'expansion ? À mesure que les chantiers s'enracinent, le Burkina Faso entre dans une phase d'incertitude constructive. Tout dépend désormais de la continuité. 3 scénarios dominent les projections des économistes et des observateurs régionaux. Dans ce scénario, la trajectoire de base. Le pays maintient son rythme actuel d'investissement public, consolidant ses infrastructures sans expansion majeure. Les usines existantes atteignent leur pleine capacité, l'énergie solaire continue de s'étendre vers une centaine de villages supplémentaires et la croissance reste modérée autour de 4%. Ce scénario prudent privilégie la stabilité budgétaire. La souveraineté reste tangible, mais la transformation ralentit. Dans ce scénario, l'option optimiste. Les projets régionaux attirent de nouveaux partenaires africains. La coopération transfrontalière accélère le commerce sud-sud. Les exportations agricoles transformées augmentent de 25%. Les recettes fiscales suivent et la banque publique Burkinabé devient le principal levier du crédit intérieur. Ce modèle, dit autocentré, placerait le pays parmi les économies africaines à plus forte résilience. Pour Ibrahim Traoré, ce serait la validation politique d'une stratégie de production intégrée, prouver que l'indépendance peut cohabiter avec l'ouverture. Dans ce scénario, le risque critique. Un ralentissement climatique ou une pression budgétaire pourrait fragiliser la chaîne. Sécheresse, retard de maintenance, inflation importée. Dans ce cas, les programmes d'électrification et d'irrigation subiraient des retards et le moral national pourrait s'éroder. L'État serait forcé de négocier de nouveaux appuis extérieurs, risquant ainsi de diluer la logique d'autonomie. Les experts évoquent alors un risque de stagnation souveraine, où la volonté politique devance les moyens techniques. Entre ces trajectoires, le choix n'est pas seulement économique, il est philosophique.
Le succès du modèle Traoré dépendra de sa capacité à transformer la discipline en habitude et la mobilisation en culture. L'avenir ne se mesurera plus en kilomètres de route, mais en constance de méthode. Et c'est peut-être là la recommandation essentielle, préférer la persistance à la vitesse. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, la transformation se mesure à la lumière. Là où les soirées s'achevaient dans l'obscurité, les enfants révisent désormais à la clarté des lampes solaires. Une marchande de légumes, Aïssata, explique qu'elle ferme son étal plus tard et double son revenu hebdomadaire. Ce ne sont pas de grands chiffres, mais des fragments de stabilité. Dans le sud-ouest, près de Bobo-Dioulasso, les jeunes techniciens de l'hôpital régional découvrent une fierté nouvelle, celle de soigner chez soi. Avant, nous rêvions de partir, confie l'un d'eux. Aujourd'hui, on parle d'améliorer ici. Cette inversion du regard de l'exil à l'ancrage résume peut-être le plus grand succès de la politique d'Ibrahim Traoré, rendre la confiance habitable. Pour les enseignants, le changement s'exprime dans la continuité. Les écoles rurales reliées à Yélène ne ferment plus à la tombée du jour. Les élèves terminent leurs exercices sous un toit éclairé. Ce simple prolongement du temps d'études crée une différence mesurable dans les résultats scolaires. Les femmes, elles, gagnent du temps et de la sécurité grâce à l'eau courante. Les trajets vers les puits s'effacent peu à peu. Le progrès, ici, ne s'affiche pas dans les discours, mais dans les habitudes. Un geste répété, un trajet raccourci, une lumière allumée. Chaque amélioration quotidienne consolide la légitimité d'un projet national qui ne parle plus seulement d'indépendance, mais de vie meilleure. Et dans cette somme de gestes, une conviction circule. Si la souveraineté se vit, elle se propage. C'est là que naît la force tranquille du Burkina Faso. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré s'ancrent durablement, 5 étapes structurent la prochaine phase du plan national. Dans cette étape, territorialiser la gouvernance. Chaque région doit disposer d'un conseil économique autonome chargé de suivre les projets, collecter les données locales et ajuster les priorités budgétaires. L'objectif, réduire le délai entre décision centrale et exécution à moins de 6 mois. Dans cette étape, renforcer les filières intégrées. Les coopératives agricoles, énergétiques et artisanales seront regroupées dans des pôles de valeur ajoutée reliés aux routes principales. Chaque pôle vise une production mesurable et exportable certifiée par les chambres de commerce régionales. Dans cette étape, étendre le modèle énergétique Yélène. Le gouvernement prévoit d'équiper 400 villages supplémentaires d'ici fin 2026, avec maintenance locale obligatoire et formation de 2000 techniciens. Chaque site devra publier son taux d'autonomie énergétique trimestriel. Dans cette étape, digitaliser la donnée publique. Les infrastructures PAC digitales centraliseront les registres économiques, sanitaires et agricoles, garantissant transparence et continuité. La supervision des projets sera assurée via une plateforme citoyenne accessible sur mobile. Dans cette étape, mesurer, corriger, répéter. Chaque indicateur production, emploi, énergie, santé sera évalué 2 fois par an par un comité indépendant. Les écarts supérieurs à 10% déclencheront automatiquement une révision de programme. Ibrahim Traoré résume cette approche en une formule simple. Une réforme non mesurée n'existe pas. Et c'est précisément cette discipline de suivi qui transformera les réussites ponctuelles en structures permanentes. Au commencement, il n'y avait qu'une mer de tomates pourrissantes au bord des routes. Ce décor, banal et tragique, symbolisait tout ce que le Burkina Faso avait perdu. Le fruit de son travail, la confiance dans sa terre, l'idée même de valeur. Aujourd'hui, sur ces mêmes routes, les camions chargés de concentrés traversent les villages vers la côte. Les visages sont les mêmes, mais le regard a changé. Ibrahim Traoré, en visitant l'usine de Bobo-Dioulasso, s'est arrêté devant les chaînes de production. Il n'a pas parlé de chiffres, mais d'équilibre. Produire sans se vendre, avancer sans s'effacer. Ces mots ont résonné comme un écho à tout ce chemin parcouru. Car derrière les infrastructures, les plans et les bilans, il y a une idée simple. Un pays peut renaître s'il apprend à refaire confiance à ses mains. La route, la lumière et l'eau ne sont que les formes visibles d'un même mouvement intérieur. Un peuple s'est remis en marche, et la dignité, une fois relevée, ne retombe plus. Ce récit ne cherche pas à convaincre, mais à inviter. Inviter à regarder autrement,
un pays que l'on croyait condamné à l'attente. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas choisi la facilité, mais la lenteur utile, celle qui bâtit. Et dans cette lenteur, il y a une leçon pour tous. Rien de durable ne se construit sans le peuple, sans patience, sans cohérence. Chaque brique posée, chaque câble solaire, chaque route asphaltée raconte la même ambition, reprendre possession du réel. Ce n'est ni héroïque ni spectaculaire, c'est simplement vital. Les nations, comme les hommes, grandissent quand elles cessent d'imiter. Alors, au-delà du Sahel, une question s'impose à chacun. Et si la souveraineté ne se mesurait plus à la puissance mais à la constance, si le courage, aujourd'hui, consistait à bâtir lentement plutôt qu'à parler fort, le Burkina Faso avance. Le reste du monde, peut-être, commence à l'écouter.